Bonjour, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de podcast, on fera un point en fin de podcast pour que je vous raconte pourquoi j'avais arrêté, comment ça se fait que je reprends, quels sont les projets pour la suite, mais on fera ça en fin de podcast pour ceux qui veulent vraiment connaître l'actu. Et sinon on va directement commencer dans le sujet du jour, qui est ce que j'ai appelé le design d'animation économique. Donc on va découvrir tout simplement qu'est-ce que c'est, quel est le concept, quelles sont les solutions que je vais vous proposer. Donc déjà, en gros, qu'est-ce qu'on va parler globalement? C'est le design d'animation dans vos interfaces. Et tout simplement, de base, vous rêvez de créer les animations les plus folles, les plus jolies, les plus intuitives, de faire un petit peu les superbes animations qu'on voit sur Dribble. Tu vois, avec une expérience fluide de A à Z, les éléments qui se déplacent, jamais rien qui disparaît pour réapparaître après, les cartes qui s'ouvrent, enfin voilà, le truc vraiment magnifique, on veut créer une harmonie, une continuité parfaite sur notre projet, et malheureusement, je sais pas si vous avez déjà tilté ça, mais quand vous téléchargez des applications sur l'Apple Store ou sur le Store Android, c'est extrêmement rare de trouver de telles animations, une telle fluidité, une telle harmonie dans un projet. Et on va voir ensemble pourquoi. Et c'est à ce moment-là que vient s'intégrer le terme économique dans le design d'animation. Voilà. Donc bien sûr, l'idéal, ce qu'on souhaite atteindre pour une animation parfaite, là on va vraiment être dans le design d'animation simple, c'est d'avoir des animations qui sont déjà fluides, donc niveau processeur que ça suive, qu'elles soient continues, que voilà, que ça permette une expérience, voilà, qui soit vraiment fluide et continue, que l'utilisateur ne soit jamais perdu, il soit vraiment guidé à travers les éléments, il puisse comprendre d'une transition à l'autre qu'est-ce qui s'est passé exactement, quels éléments sont restés, quels éléments sont devenus inutiles dans la nouvelle étape dans laquelle il est. On essaye aussi d'avoir une animation qui apporte de la personnalité, qui devient une caractéristique même de la marque, qui va définir la marque comme les couleurs définiraient ta marque, comme un logo, un nom définirait ta marque, une façon de parler à l'utilisateur définirait ta marque. On aimerait que nos animations soient assez caractéristiques pour permettre de reconnaître la marque à travers nos animations. Et dans l'idéal également, il faudrait que nos animations soient émotionnelles, c'est-à-dire que ça fasse un petit tilt chez l'utilisateur qui se dit waouh, waouh, ouais, un petit effet waouh tout simplement, dans lequel il se rappellerait en fait. J'en avais parlé, je crois que c'était un des premiers épisodes du podcast Parlons Design, donc ça remonte peut-être à ouais, putain, je crois qu'il y a eu pas mal d'épisodes. Ouais, c'était dans le 4-5e épisode de la saison 1, donc ça fait un bail. J'avais parlé du design émotionnel, un livre super intéressant par Aaron Walter, il me semble. Je vous le conseille toujours, je mettrai le lien en description si j'oublie pas. Et donc voilà, ce côté design émotionnel, l'effet wow, qui va faire que l'utilisateur va se rappeler de votre service et va vouloir relancer cette action. Quoi. Il va se dire, je veux revoir l'animation, ce petit truc là excellent qui fait plaisir, qui voilà, fait un truc différent. Bon, le problème, ça c'est vraiment l'idéal, c'est ce que tout le monde veut, c'est ce qu'on voit sur Dribbble, c'est ce qu'on voit partout, mais c'est pas ce qu'on voit sur les applications qu'on ouvre sur nos téléphones. Et le problème, c'est qu'il faut se confronter à la réalité. Une animation comme ça, déjà c'est un certain temps niveau design, réflexion, réalisation, prototypage, mais au niveau du développement, ça impose un coût extrêmement élevé. C'est-à-dire que la plupart des plateformes, entre guillemets, si on parle par exemple du développement iOS, proposent des transitions classiques, on va dire, des transitions préfaites, qui sont développées, qui sont mises en place en, allez, on va dire 2 minutes, 2 minutes grand max, quoi. En quelques secondes, pour un développeur expérimenté, c'est fait, contre le développement d'une animation sur mesure qui prend à coup sûr plusieurs heures, surtout si elle devient un peu complexe. S'il y a plusieurs étapes, ça peut très rapidement prendre beaucoup de temps et du coup faire augmenter le coût de développement de votre projet. Si vous le faites faire par une personne unique, vous payez quelqu'un pour le faire, ça va faire augmenter beaucoup. Et si vous avez une entreprise, donc avec une équipe qui gère ça, tout simplement, avant de pouvoir sortir votre produit ou votre mise à jour, ça va demander plus de temps. Donc c'est là où déjà il faut commencer à réfléchir au niveau des coûts, et c'est pour ça que je vous parle de design d'animation économique. Également, on va parler des performances, c'est-à-dire que c'est bien beau de faire des animations relativement complexes, mais qui guident bien l'utilisateur. Cependant, ça va demander certainement beaucoup plus de ressources à l'appareil que les animations prédéfinies, les animations simples.
Et donc ça peut très bien marcher sur les appareils récents, voilà, sur les dernières versions de l'iPhone si vous faites une appli iOS, sur les dernières versions, sur des téléphones Android récents si vous faites une appli Android. Le problème c'est que quand on va remonter quelques générations avant, sur des téléphones plus anciens de 3-4 ans par exemple, tout de suite il y a beaucoup plus de chances que ces animations lag, et soit du coup peut-être déjà un peu moins intuitive, un peu moins logique, un peu moins fluide pour le coup, mais surtout ça va faire un temps de latence dans l'expérience de l'utilisateur qui va être très désagréable pour lui. On n'aime jamais attendre, on n'aime jamais voir son appareil bloqué pendant quelques secondes parce que ça demande trop de performance. Et donc dans ce cadre-là, il faut également faire attention, faire des économies de performance, on va dire, et se confronter à la réalité quand on design des animations complexes qui pourraient demander beaucoup d'efforts à l'appareil. Également, au niveau de la durée des animations, les animations personnalisées sont généralement plus longues que les animations par défaut, qui sont des simples, soit cross-dissolve, donc changement d'opacité, ou des petits glissements sur le côté, qui sont des animations simples qui se font en quelques centaines de millisecondes, contre des animations personnalisées qui sont généralement plus longues, qui atteignent facilement la demi-seconde, et c'est déjà un temps qui commence à peser sur l'expérience utilisateur. Si on suit par exemple les guidelines du material design, que j'apprécie beaucoup, ils conseillent pour les animations les plus complexes 350 millisecondes il me semble. Donc ce qui est déjà ce qui est très court, hein. On se rend pas compte, mais au-dessus de ça, en fait ça devient une petite gêne si l'utilisateur doit réaliser cette action régulièrement. Après, pour des animations exceptionnelles qui arrivent que très rarement dans le parcours utilisateur, on peut potentiellement monter, mais pour les animations régulières, il est fortement conseillé de ne pas dépasser les 350 millisecondes. Et donc c'est pour ça qu'il faut également faire attention quand on design des animations à respecter cette durée courte, rapide, qui permet une expérience fluide. Et également, enfin, le dernier point, qui est moins important, on va dire, moins flagrant, mais c'est que l'utilisateur va perdre ses repères. C'est-à-dire que les systèmes, notamment mobiles, sont globalement conçus pour que chaque application ait un fonctionnement relativement similaire. Je vais vous parler principalement d'iOS parce que je connais plus. On va retrouver la tab bar, la barre de navigation en bas de l'écran sur nombre d'applications parce qu'elle est proposée directement par iOS, elle est facilement intégrable et ça permet que les utilisateurs, lorsqu'ils téléchargent une nouvelle application, ils n'aient pas à réapprendre tout un flow, tout un parcours. Ils sont déjà habitués, en fait c'est un peu comme s'ils connaissaient un petit peu déjà l'application parce qu'ils sont habitués à certains composants. Et donc, en créant des animations personnalisées qui impliquent régulièrement une navigation personnalisée et tout autre, ça fait une perte de repères. Voilà. L'utilisateur est habitué à son écosystème, compris dans son téléphone, des applications de son téléphone, et vous proposez quelque chose de tout à fait différent qui peut créer une sorte de blocage pour un utilisateur, on va dire, moins habitué aux nouvelles technologies, un utilisateur plus casual. Et dans ce cas-là, ça peut encore être un souci de designer des animations sur mesure complexes. Voilà. Donc ça, voilà. Je pense que vous voyez le souci. Et du coup, je vais voir avec vous quelques solutions que j'ai cherchées, que j'ai trouvées, pour vous les proposer dans ce podcast. Donc la première, ça va être d'analyser les animations par défaut de la plateforme pour laquelle vous designez. C'est-à-dire, avant de commencer à designer des animations complexes, vous allez regarder ce qui est disponible d'implémenter simplement par le framework de base, par le système directement, pour voir si certaines de ces animations ne suffiraient pas au bon déroulement, on va dire, du parcours utilisateur sur votre application. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, ça va être de regarder s'il n'y a pas des librairies qui permettent d'implémenter rapidement certaines animations un peu plus complexes, mais qui feraient gagner pour le coup en coût de développement et qui sont relativement souvent bien optimisées, et donc ça enlèverait le problème de la performance et du coût de développement. Après, il reste à vérifier le problème de la durée des animations et de la perte de repères pour l'utilisateur. Mais ce serait déjà une bonne practice, j'ai plus du tout le mot, une bonne chose, on va dire, pour commencer à designer intelligemment, pour designer des animations économiques. Ensuite, du coup, le second point, ça va être de préférer les animations prédéfinies, au moins pour le lancement du projet. C'est-à-dire, si vous avez un gros projet à lancer, lancez-le d'abord avec des animations simples qui
se développe très rapidement. Et si par la suite vous voulez améliorer, peaufiner la chose, faites-le. Mais ne vous focalisez pas sur des animations complexes dès le lancement d'un projet. Bon là je parle plus pour le côté entrepreneuriat que pour le côté design, mais c'est pas le plus important d'avoir une expérience magnifique directement. Mieux vaut avoir un produit qui déjà marche, le produit minimum viable, voilà, et ensuite perfectionnez-le. Bon, ça c'était la petit passage côté entrepreneuriat, mais voilà, c'est quand même important. Ensuite, un autre point à vérifier, si vous choisissez finalement de quand même faire une animation réalisée par vos soins, une animation sur mesure, c'est de calculer la durée de développement nécessaire, enfin de l'estimer du moins, pour voir si le coût en vaut la chandelle, on va dire. Et c'est pour ça, j'en ai souvent parlé dans ce podcast, que selon moi c'est vraiment important, même quand on fait du design d'interface, de savoir un peu coder, d'avoir les bases du développement, histoire de comprendre qu'est-ce qui va poser souci, qu'est-ce qui va être simple à réaliser, et sinon, si vous n'avez pas ces compétences, de tout simplement en parler avec votre développeur ou avec votre équipe de développeurs pour estimer le coût du développement d'une telle animation. Ensuite, le quatrième point, j'avais préparé 5 points, donc on avance bien, ça va être de déterminer la valeur ajoutée de l'animation personnalisée. Une fois que vous avez calculé ce coût, regardez qu'est-ce que cette animation apporte par rapport à une animation par défaut. Est-ce que vraiment ça va aider l'utilisateur à se repérer dans l'application? Est-ce que ça va apporter ce côté émotionnel? Est-ce que ça va ne pas poser de problème au niveau des performances? Et est-ce que ça va apporter une personnalité, une caractéristique forte à la marque? Si il n'y a aucun de ces points, alors remettez peut-être votre animation en question. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Voilà. Et enfin, pour le dernier point, ça va être de garder les animations émotionnelles, qui sont selon moi quand même très importantes, pour des actions qui n'auraient pas d'animation prédéfinie, pour des choses où de toute façon, vous devez développer l'animation. Donc là, trouver cette animation émotionnelle, et encore, essayez d'optimiser cette animation émotionnelle pour qu'elle soit jolie, attractive pour l'utilisateur, que ça apporte ce petit côté waouh, mais tout en pensant rapidité de développement de la feature, et vraiment pensez vos animations non pas seulement en termes de beauté, d'expérience utilisateur, mais également en coût de développement. Car malgré tout, pour sortir une application, on peut avoir le plus beau projet, le plus beau prototype. Si le projet ne sort pas, ça n'a eu tout simplement aucun intérêt. Donc voilà, j'espère que tout ce podcast vous aura plu, vous aura inspiré. On va faire une petite conclusion et puis ensuite je vous ferai un point sur donc mon retour dans le podcast Parlons Design. Donc pour conclure, 3 petits points. L'importance de connaître les métiers alentours, donc le développement pour estimer les coûts de la durée de développement, le marketing pour ne pas seulement voir le côté idéaliste du designer, mais également penser aux priorités business, entre guillemets, donc par exemple la sortie d'une feature, la sortie d'un projet, la rentabilité du développement. Voilà. Ensuite, le second point, c'est de prendre en compte la réalité et pas seulement l'idée idéalisée, pas seulement le rêve, mais vraiment se confronter aux coûts, aux soucis que posent des animations personnalisées. Et enfin, le dernier point, ça va être de bien penser à optimiser le temps de développement. Quand vous êtes designer, vous avez un impact énorme, je veux dire, sur le temps que ça va prendre à développer, donc pensez-y quand vous réalisez vos prototypes, vos maquettes. Enfin, maintenant, on va passer au petit point info Parlons Design. Donc pourquoi j'avais arrêté le podcast Parlons Design là, pendant ces derniers mois? Tout simplement parce que j'avais plus de sujets à vous soumettre, j'avais plus vraiment d'idées, plus vraiment d'envie. Je travaillais sur un autre projet dont je vous parlerai potentiellement, même très sûrement, dans les prochaines semaines. Donc ça va être intéressant. Et voilà, et là j'ai eu une occasion, je vous en parlerai dans les prochaines semaines très sûrement, oui, sûrement, oui. Et donc qui m'a donné envie en fait de me relancer dans le podcast. J'avais en plus pas mal de sujets, dont ce sujet de design, d'animation économique, dont je souhaitais parler. J'avais envie de proposer mes idées à ce sujet-là, et de proposer ce concept. Donc j'espère qu'il vous aura plu,
Comme d'habitude, comme dans tous les précédents épisodes, je vous conseille bien sûr de vous abonner, de le partager avec vos amis designers ou vos amis qui peuvent tout simplement être intéressés par le design afin de faire évoluer le podcast, le faire grandir. Vous aurez peut-être remarqué, si tout s'est bien passé, que si vous regardez le podcast sur YouTube, j'aurai rajouté un petit côté vidéo, donc j'espère que ça vous plaît. Et puis sinon, c'est toujours disponible sur pas mal de plateformes de podcast, donc je vous encourage à l'écouter, c'est vraiment une émission faite pour écouter le visuel, c'est vraiment un petit bonus mais qui n'apporte rien. Donc voilà. Merci d'avoir écouté ce retour du podcast Parlons Design et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.